En manchette ce soir, des points à éclaircir sur la desserte policière à Winoway. Les ministres des Relations avec les Premières Nations et des Ressources naturelles de passage dans la communauté. Investissement pour la relève en mécanique mobile minière. Réaction positive dans la région pour la nouvelle formation accélérée en construction. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Vous l'avez sans doute vu hier, le groupe TVA a annoncé la suppression de 547 emplois, soit environ le tiers de son effectif. L'une des raisons est une dette d'environ 13 millions de dollars. On voulait vous dire que la station TVA en Abitibi-Témiscamingue n'est pas visée par les récentes compressions du groupe TVA puisqu'elle est la propriété de RNC Média. Le directeur général de la station et le syndicat représentant les employés tiennent d'ailleurs à rassurer la population. L'offre d'information locale est maintenue telle qu'on la connaît dans la région. Évidemment, toutes nos pensées accompagnent nos collègues ayant perdu leur emploi. Les compressions annoncées chez TVA n'ont vraiment pas d'impact chez nous. Il y a un bulletin de nouvelles. On va continuer à faire de l'information 100% locale pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Et la seule façon de garder nos médias locaux, c'est de les encourager et de continuer à avoir des relations d'affaires avec eux. On nous dit que pour le moment, il n'y a pas d'effet sur la production. Donc, s'il n'y a pas d'effet sur la production, les hommes et les femmes qui travaillent aux nouvelles chez nous vont rester là. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, dans la crise des médias, craignez-vous des impacts sur l'information régionale? Vous avez répondu oui à 100%. Et c'est une journée chargée pour la Première Nation de Long Point. Pour la première fois de son histoire, deux ministres du gouvernement Legault ont assisté à l'Assemblée générale annuelle de la communauté. Les détails avec Vincent Tremblay. Yann Lafrenière et Maïté Blanchette-Vézina ont passé près de 3 heures à Winoway. Ils ont échangé sur des sujets importants, dont la desserte policière, le vandalisme du drapeau et l'exploration minière. Après la rencontre, le chef Henry Rogers était satisfait des échanges avec les deux ministres. La réunion avec Yann, le ministre Lafrenière puis Blanchette-Vézina était bien une réussite. Les gens posaient des questions sur leurs enjeux vraiment propres ici à la communauté de Long Point. Alors, c'était vraiment très bien. Ils ont très bien exprimé leurs attentes puis leurs besoins d'une manière très, très, très respectueuse. Comme j'ai toujours vu, de toute façon, les Algonquins et les Anishinabés le faire. Quand ils interviennent, c'est toujours respectueux. Plusieurs dossiers ont été mis de l'avant par les membres de la Première Nation de Long Point. La directrice générale Sharon Hunter et les membres du conseil de bande ont questionné à de nombreuses reprises Yann Lafrenière pourquoi la communauté n'avait toujours pas de service de police. Le ministre des Relations avec les Premières Nations a expliqué que ça prenait une entente pour l'assise territoriale. Sometimes we make a call and it takes 2 to 3 hours before the rescues get here, and Kabewick is up the hill waiting. That's why we need to fix land base for jurisdiction, because at this moment, if we don't have that land base, it will be legal for Quebec or TFN to intervene just by themselves. L'ancien ministre Jeff Kelly a d'ailleurs été nommé pour soutenir M. Lafrenière dans le dossier de l'assise territoriale. Ce dernier a soutenu que la communauté devait faire sa part du chemin. Believe me, I'm not a patient man. I'm waiting for results so we can move forward with the next phase of that pilot project, which will be a regional police service. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Winoway. On revient sur cet homme de 82 ans retrouvé sans vie mercredi à Belle-Terre. Son identité a été dévoilée ce matin. Il s'agit de Roger Phillips qui était aussi natif de Belle-Terre. On rappelle que selon les premiers constats des enquêteurs, la mort en serait une accidentelle. L'homme aurait été frappé par la base d'un arbre qui venait de couper. Évidemment, toutes nos pensées vont vers les proches. Sur la scène judiciaire, l'Amossois Frédéric Saint-Cyr va devoir subir une évaluation psychiatrique pour déterminer sa responsabilité criminelle. On rappelle que l'homme de 29 ans est accusé de meurtre au second degré contre Amer Kebdani,
qui avait été retrouvé mort en octobre 2022 à l'accueil d'Amos. Frédéric Saint-Cyr devra donc aller à l'Institut Philippe Pinel à Montréal pour son évaluation de 60 jours. La prochaine comparution de l'accusé est remise au 26 janvier prochain. En attendant, il reste détenu à Amos. On passe en économie. Des initiatives pour combler le manque de main-d'œuvre s'imposent de plus en plus dans la région. Et qu'Emilia, un nouvel investissement a d'ailleurs été annoncé ce matin. Tout à fait, Mélissa. C'est un soutien de plus d'1 demi-million de dollars qui a été annoncé ce matin à Val-d'Or. Ce montant va pouvoir assurer la formation de 16 mécaniciennes et mécaniciens d'équipements mobiles miniers dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est donc le centre de formation professionnelle du Centre des services scolaires du lac Abitibi qui va offrir une nouvelle attestation d'études professionnelles. Donc, au total, 5 entreprises situées sur le territoire de Val-d'Or vont pouvoir participer à ce nouveau projet. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, en a fait l'annonce au nom de la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain. Et selon lui, c'est un investissement qui sera très bénéfique pour les travailleurs de demain. Je vous laisse l'entendre. Ça permet d'aider à améliorer la situation d'employabilité dans certaines entreprises. Puis, comme on dit, ça permet de spécialiser aussi ces gens-là, donc parce qu'ils vont être formés directement dans l'entreprise. Ils vont avoir des professeurs du centre de formation du Lac-Abitibi qui vont venir ici, qui vont les encadrer. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise et l'aspect formation de ces gens-là. D'ailleurs, Kémilia, comment va se passer la formation? La formation en mécanique mobile minière d'une durée de 720 heures va débuter en février 2024. Donc, il faut savoir que c'est une attestation d'études qui sera rémunérée. Donc, la majeure partie de l'enseignement va se dérouler en milieu de travail directement. C'est une formule flexible qui va permettre aux entreprises de former du personnel déjà en poste ou de recruter de nouveaux travailleurs. Pour le directeur général adjoint du Centre de services scolaires Lac-Abitibi, c'est un nouveau programme qui va permettre aux employés de se former, mais aussi de continuer d'évoluer au sein des entreprises. Présentement, on appelle ça le programme COUT. Ils vont être rémunérés durant leur formation, puis ils vont être déjà à l'emploi d'une minière. Fait que les candidats qui voudraient s'inscrire peuvent appeler au centre de formation professionnelle. Puis nous autres, on va proposer les candidats aux différents partenaires qui ont adhéré au programme. Puis il va y avoir des entrevues qui vont être faites parce que vraiment, durant tout le long de la formation, les gens vont être, les étudiants ou les travailleurs, travailleuses, vont avoir une rémunération. Mais c'est les entreprises qui vont décider quels candidats qu'ils vont choisir, qu'ils vont engager parce que par la suite, il y a un lien d'emploi qui va se poursuivre éventuellement au succès de la formation. Et Mélissa, il reste encore des places disponibles pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à ce nouveau programme de formation. Si des entreprises sont aussi intéressées à participer, elles doivent s'informer au Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi. Merci, Kémilia. Au plaisir. Le gouvernement a instauré cette semaine une nouvelle attestation d'études professionnelles qui sera offerte pour 5 métiers du domaine de la construction. Québec veut d'ailleurs répéter le succès de la formation accélérée offerte aux préposés aux bénéficiaires. Une nouvelle plutôt bien accueillie ici dans la région. Alexandre Cabana. Le tout nouveau programme d'études accélérées en construction instauré par Québec est d'une durée de quelques mois seulement et sera rémunéré à une hauteur de 750 $ par semaine. Avec la nouvelle attestation, le gouvernement espère générer près de 5000 travailleurs d'ici à l'été prochain. Le programme est vu d'un bon œil par les intervenants du milieu de la région. Le gouvernement dit, regarde, étant donné qu'on a un besoin, on a besoin de main-d'œuvre, on va faire un programme accéléré pour aller chercher exactement, pour donner un boost, là, puis aller chercher de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est une mesure que nous, on salue la Sécu. Tout le monde va saluer cet effort-là du gouvernement. Reste à savoir, par contre, si les critères d'admissibilité à ces mesures-là vont être universels, disons. Ici, menuisier, la première année, ça ressemble à 25-27 piastres de l'heure. T'es vraiment pas très, très loin de ce qu'ils offrent à l'école. Fait que pourquoi ne pas faire la formation? Québec évalue qu'il manque 6500 travailleurs à l'industrie de la construction dans la province. Le problème du maintien des employés du secteur reste selon eux à traiter. Tant mieux s'il y a plus de charpentiers menuisiers, il y a plus de monde formé, il y a plus de gens compétents qui ne seront pas juste des gens du bassin, mais vraiment avec une formation au minimum de 5 mois. C'est au moins ça de gagner, mais on va voir comment ça va se poursuivre pour dire aux gens de rester dans le domaine de la construction et non de
prendre la subvention et de partir en courant. On se rend compte que le grand défi actuellement sur le marché du travail, c'est le maintien en emploi. C'est facile de décrocher un emploi, vous êtes d'accord avec moi. Par contre, pour certaines personnes, s'y maintenir est un défi de taille. Moi, je me le fais dire souvent par les entrepreneurs dans la région. C'est un défi parce que là, il y a le secteur des mines qui offre des salaires très compétitifs également. Donc là, tu sais, il y a un défi à ce niveau pour nos entrepreneurs. Par ailleurs, Hydro-Québec a annoncé un plan d'action et estime qu'ils auront besoin de 55 000 travailleurs de la construction. Tous les intervenants du milieu s'entendent pour dire qu'il ne manquera pas d'ouvrages dans les prochaines années. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Dans le domaine minier, la zone d'innovation minière a dévoilé sa première présidente du comité de coordination. Il s'agit de Joanne Jean qui a pour but de faire avancer un dossier important dans la prochaine année. Reportage de Kimberly Hall. Joanne Jean est officiellement présidente du comité de coordination de la zone d'innovation minière de Rouyn-Noranda, l'AZIM. Son mandat pour la prochaine année, obtenir une reconnaissance officielle de la part du gouvernement du Québec, notamment au plan financier. L'ex-rectrice de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue sera épaulée par une vingtaine de personnes sur le comité. Je vais essayer de mettre tout mon savoir, mon expertise pour qu'on puisse arriver à faire en sorte qu'on obtienne la désignation, parce que la désignation, ça vient avec des moyens, des outils, des sous. Donc, les prochaines étapes, il faut convaincre les gens d'Investissement Québec qui vont être ici la semaine prochaine, convaincre après ça le ministère de M. Fitzgibbon. D'ailleurs, plusieurs éléments de l'AZIM interpellent la nouvelle présidente. C'est vraiment le projet de milieu de vie, le projet de savoir, le projet de recherche, le projet d'expertise qui m'a vraiment séduite. Moi, je pense qu'on a ce qu'il faut en Abitibi-Témiscamingue pour arriver à ça. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, est confiante que la nouvelle présidente est la personne la mieux qualifiée pour atteindre les objectifs. Heureux qu'elle ait accepté vraiment avec sa nomination. On passe à une vitesse supérieure. On avance encore dans le projet, puis on est confiant d'obtenir une reconnaissance du gouvernement. Rappelons que l'AZIM permettra à terme aux experts de développer des idées innovantes. Le but est d'assurer le rayonnement de l'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue et ailleurs dans le monde. Plusieurs sujets vont être abordés prochainement. Comment on va faire pour que toutes les technologies de robotisation puissent devenir vraiment efficientes et qu'on puisse extraire du minerai de façon différente, plus sécuritaire et de façon plus responsable, et préparer l'avenir avec la circularité des métaux. Donc, comment on va faire pour qu'une fois que ces métaux-là soient sortis, on ait les bons réflexes pour trouver le moyen de les recirculer à l'infini? Kimberly Hall, RNC Nouvelles. En santé, des journées de grève sont prévues les 6, 8 et 9 novembre prochains pour le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. Les employés du syndicat tentent toujours de négocier des dispositions nationales des conventions collectives du réseau de la santé, mais aussi des services sociaux. Lors de ces 3 jours de grève, les services essentiels comme les soins intensifs et les urgences vont toutefois demeurer accessibles. Les rendez-vous planifiés sont aussi maintenus. Par contre, un ralentissement temporaire de certaines activités pourrait être possible. On va au Témiscamingue maintenant. Sous forme de 5 à 7, la ville de Ville-Marie tenait mercredi soir une consultation citoyenne sur sa prochaine planification stratégique. L'administration municipale se dit satisfaite de la réponse des citoyens qui ont pu partager de nombreuses idées. Les défis et les enjeux de Ville-Marie ont été abordés. On est une ville dans la ruralité, fait que ça, c'est vraiment un aspect qui est particulier, qui a été nommé, puis qui va être à travailler pour garder toute l'énergie et le dynamisme de Ville-Marie sans compromettre un peu son intégrité et son unicité. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. La 42e édition du Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscamingue a pris fin hier. Les films lauréats ont été dévoilés lors de la remise de prix. On vous dévoile le tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec travaillent depuis plus de 35 ans au développement économique de nos collectivités. Composées d'une équipe de professionnels et de bénévoles engagés, les SADC soutiennent divers projets locaux et de nombreux entrepreneurs en leur offrant de l'aide financière et de l'accompagnement adapté. Contactez-les pour vos projets.
Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. La 42e édition du Festival international du cinéma d'Abitibi-Témiscamingue prenait fin hier soir. Et Stéphanie, les films lauréats ont été dévoilés lors de la remise de prix. Oui, et je vous fais une petite confidence ce soir. On a eu droit à une grosse soirée. Certains d'entre nous se sont couchés assez tard. Merci, je vous le confirme, moi la première. Ça a été une grosse semaine. Donc, le court-métrage Faire un enfant d'Éric Bouliane s'est vu remettre le prix Crave. On a également le grand gagnant du prix animé TVA Abitibi-Témiscamingue qui a été remis au court-métrage Pig the Yarn Lyric. Et je vous rappelle que l'entreprise gagnante concernant le concours de vitrine TVA Abitibi-Témiscamingue est le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda. Une soirée qui restera mémorable pour l'organisation. On a eu 6 jours, 8 avec l'espace court merveilleux. Beaucoup de public dans la salle. On a des remerciements, aussi beaucoup de bons commentaires sur la programmation. L'équipe du festival, les bénévoles, ça a été fantastique. Vraiment un bon esprit d'équipe. Puis c'est fantastique. La soirée de ce soir, la remise des prix avec le film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles », ça a été extraordinaire. C'est un film extraordinaire. Alors pour nous, c'est merveilleux. On les entend, ils rient en arrière, ils rient, ils ont du plaisir, puis ils sont contents, puis nous autres aussi, nous sommes très contents. Parce que faire un festival de cinéma, c'est rendre les gens heureux. C'est un acte de générosité vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de la diffusion du cinéma, vis-à-vis des artistes. Puis je pense que pour nous autres, c'est mission accomplie pour encore une fois cette année. Et parlant d'émotions dans l'air, les rires qu'on vient d'entendre provenaient de l'équipe du film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » de Lynn Charlebois. Eh bien, on avait de quoi être heureux, on avait de quoi célébrer parce qu'ils ont remporté le prix Hydro-Québec. Je peux vous dire que l'ambiance était à la fête. Complètement heureux, et parce que c'est le plus beau prix, le prix du public. Et c'était une telle réaction spontanée de tout le monde. Et comme je disais, c'est la mise au monde de ce film et l'accouchement a été assez formidable. Oui, mais c'est surtout, je suis surprise parce que tout est arrivé, on regarde le film, tout le monde aime ça, ça applaudit pendant 10 minutes, puis là, on gagne un prix. C'est comme, j'ai pas encore réalisé. Il faudrait que tu reviennes demain. Ça va me faire plaisir, hein? Je suis toujours là pour vous. Mais moi, je le sentais, tu sais, pendant la projection, je l'ai découvert parce qu'on n'avait pas vu, on n'a pas eu de visionnement d'équipe encore. Et donc, je sentais la respiration du public, je le découvrais en même temps, je voyais comment le public réagissait. Puis pour moi, c'était vraiment autant un poème pour les yeux que pour les oreilles, d'entendre les correspondances, mais lues et incarnées par Mylène puis Alexandre. Je suis tellement fier, là. Donc, on peut se dire que c'est vraiment une 42e édition qui a été une réussite sur toute la ligne, dont on peut être très, très fier. Je lève mon verre d'eau, Mélissa. Merci, Stéphanie. Après avoir battu les Wildcats de Moncton, les Huskies reviennent en action ce soir. Cette fois-ci, c'est contre les Highlanders de Charlottetown à 19h. On en parle plus en détail dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. On se retourne du côté de l'Arena Glencore puisque les Huskies sont à nouveau en action ce soir. Et Johan, cette fois-ci, c'est au tour des Highlanders de Charlottetown de rendre visite à la meute. Et ce sera intéressant de voir, Mélissa, si les Huskies vont pouvoir renverser la tendance des dernières années. Ça fait depuis janvier 2019 que la Meurthe n'a pas battu les Highlanders de Charlottetown, ici même à Rouyn-Noranda. Bon, au lendemain d'une victoire convaincante contre les Wildcats de Moncton, l'équipe s'est réveillée premièrement au 3e rang, oui, du classement général, mais était donc très excitée en arrivant à la patinoire plus tôt ce matin pour l'entraînement. Et donc, l'entraîneur-chef Martin Dagenet a dû prendre le temps de peut-être ramener les joueurs sur terre un petit peu, de leur rappeler qu'on doit recommencer ce soir contre Charlottetown. Recommencer, pas nécessairement à zéro par contre, parce qu'ils vont pouvoir bâtir sur ce qu'ils ont bien fait hier soir. Oui, c'est certain. En même temps, je pense que notre rôle à nous, c'est de s'assurer aussi qu'ils comprennent que, OK, là, c'est une autre journée. Qu'est-ce qu'on a fait hier, ça compte plus. Donc, c'est vraiment, comme je disais tantôt, là, de répéter qu'est-ce qu'on a été capable de faire contre Moncton.
Puis je pense encore une fois que si on est capable de faire ça, ben j'aime nos chances de gagner le match. Et je vous ramène il y a 2 semaines, lorsque les Huskies avaient rendu visite aux Highlanders à Charlottetown. Oui, Rouyn-Noranda était sorti du match avec la victoire, mais c'était leurs adversaires qui avaient dominé une bonne partie de la rencontre et Martin Dagenet n'avait pas nécessairement apprécié la performance de ses joueurs. Donc ce soir, bien le mot d'ordre, c'est qu'on sait que l'autre équipe peut sortir en force. Il ne faut pas les sous-estimer, même s'ils pointent au 13e rang du classement général. C'est notre dernier, je te dirais, match là, où on n'a pas été bon. Qu'on ne jouait pas de la bonne façon, puis c'est William Rousseau qui nous a gagné le match. Donc, ce soir, c'est Carl Hagen qui va être dans le filet. Puis on espère qu'on n'est pas obligé de se fier à lui pour le remporter. Mais je pense que son travail fort, ça ne devrait pas être Carl qui fait la différence dans ce match-là. Oui, on a besoin qu'il soit à son meilleur, mais en même temps, je pense pas qu'on peut être pire qu'on l'a été il y a à peu près 2 semaines. Et vous avez entendu l'entraîneur le mentionner, c'est Kyle Hagen qui sera devant le filet des Huskies de Rouyn-Noranda ce soir. Samuel Beauchemin fait également un retour au jeu pour ce match du jour du souvenir. Merci, Johan. Au plaisir. Toujours dans la LHJMQ, ce sera au tour des Foreurs d'accueillir les Highlanders de Charlottetown demain au Centre Nico Eagle. Il s'agit d'un premier duel entre les 2 équipes cette saison. Les Foreurs vont tenter de mettre fin à leur séquence de 8 défaites. Ce sera notamment un duel de recrues entre Philippe Veilleux et Mathieu Butler qui cumulent 10 et 9 points respectivement depuis le début de la campagne. Le match est prévu pour 16h. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, la pluie s'invite au rendez-vous pour la soirée. Oui, et ça a l'air qu'on est rendu là. Ça devrait se changer en neige ce soir. On a quand même en Abitibi des nuages par la suite, 40 de probabilité d'averse de neige, minimum de -5. Au Témiscamingue, des averses cessantards ce soir. C'est nuageux par la suite. On a un minimum de -3 degrés. Demain, samedi, en Abitibi, c'est généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige. Maximum de 2 degrés. Au Témiscamingue, c'est sous les nuages que ça va se dérouler. Maximum de 3 degrés. Et un aperçu pour dimanche, du soleil en Abitibi. Et au Témiscamingue, on a alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 0 degrés. Donc, passez un excellent week-end et soyez très prudents sur les routes. Effectivement. Merci Stéphanie. Juste un petit mot pour dire qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue pour aller voir les reportages et aussi les bulletins de nouvelles. Merci de nous soutenir en nous suivant tous les jours. On a à cœur l'information régionale qu'on doit garder à tout prix. Et n'oubliez pas aussi qu'on change d'heure ce dimanche pour officialiser notre entrée dans la saison hivernale. On va donc pouvoir dormir 1 heure de plus si je ne me trompe pas. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve lundi.